à tous, chers confrères, chers consoeurs. Beaucoup d'entre vous étaient déjà là ce matin, mais là nous sommes en séance particulière puisqu'il s'agit d'installer un nouveau bureau. C'est une manifestation annuelle. J'ai participé l'an dernier comme nouveau président, je l'ai fait aujourd'hui comme président sortant. Donc on a une séquence intéressante avec des messages qui seront faits par moi-même et par le nouveau président, et aussi un peu des informations générales que va donner à l'instant notre secrétaire perpétuel, et nous avons la chance également d'avoir une intervention de M. Claude Blanche-Maison, que tu présenteras tout à l'heure, qui va nous faire quelques mots. On aura ensuite la cérémonie, entre guillemets, de la présentation des nouveaux membres, titulaires et associés, aussi par Constant Lecoeur. Une partie en visio, ça marchait bien ce matin, je pense que ça ne marchera pas trop mal cet après-midi. Et puis on remettra diplôme et annuaire. Peut-être pas, on verra comment on fait. De toute façon, depuis un an, on improvise tout le temps, avec les masques, les machins, les trucs, les règles sanitaires qui changent. Nous sommes les rois d'improvisation, mais on arrange très bien. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Bonne année à tous, bien sûr, pour commencer. Et si tu veux, Constant, je te passe la parole pour introduire un peu cette séance particulière. Merci, Monsieur le Président, merci, cher Jacques. Monsieur, son Excellence l'ambassadeur, Monsieur Blanche-Maison, qui me fait l'honneur d'être présent, messieurs les présidents, puisque il y a le président pas encore du passé, mais qui sera 2021, et puis le président en 2022. Donc Jacques Vollet, qu'on remercie parce que la prestation effectuée au cours de l'année passée n'a pas été simple. Nadine Vivier avait inauguré ça en 2020. Et ça a continué bien sûr en 2022. Nous connaissons maintenant son action à Jacques Vollet pour l'international, au sein du groupement académique de développement, où il représente notre Académie d'agriculture et pour lequel il a fortement mobilisé les membres de notre compagnie. De même, nous avons pu mesurer les coopérations de notre Académie à l'opération alimentation, prévue au printemps en Normandie, et au titre de l'Académie, il me revient de lui remettre la médaille de président de l'Académie. Donc, mon cher Jacques, je me mets debout. Voilà, on va se mettre debout. Voilà. Merci Constant, je dirai tout le mot tout à l'heure. Merci. Je salue aussi l'accès au poste de président 2022 de notre confrère Jean-Jacques Hervé. Le parcours diversifié dans la recherche, mais avec M. Blanche-Maison, les parcours se sont croisés, vous en aurez quelques échos. Sa place dans la relance agronomique au sein du ministère, l'enseignement supérieur, au sein de l'INAPG, ainsi qu'au pôle agronomique de Dijon, devenu AgroSud Dijon, conseil agricole en Russie, puis en Ukraine, critères agricoles en Ukraine. Un parcours qui lui aussi est très diversifié, qui lui a valu d'être membre des académies des sciences de Russie et des sciences du vivant et de l'environnement de Kiev. Je ne sais pas si on dit sciences agraires, du développement d'Ukraine ou pas, mais voilà. De même, Nadine Vivier nous quitte du bureau pour laisser l'accès à Marie-Françoise Chevalier-Gardien, qui nous rejoindra tout à l'heure sur cette même tribune, qui est élue vice-présidente. Qui viendra succéder à Jean-Jacques, puisque c'est le terme du parcours. On est élu pour 3 ans, vice-président, président, et puis après, ancien président. Là aussi, parcours diversifié dans divers organismes de recherche. L'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, journaliste scientifique, ensuite intégré le commissariat d'énergie atomique, le CEA, pour y développer la communication sur la biologie, puis directrice de l'information scientifique et de la communication de l'INRA, qui n'était pas encore l'INRA, puis l'INSERM, et elle a dirigé pendant 10 années l'Institut de hautes études pour la science et technologie et EHT, donc on la remercie vivement et bien sûr on l'applaudit aussi. Alors j'ai fait un texte qui est quand même se dire comment on aborde 2022. Et j'ai été frappé par un livre propos dans le journal il n'y a pas très longtemps qui est aborder 2022 avec le sourire. Depuis la fin écourtée du Salon international de l'agriculture 2020, le virus du Covid a imposé sa loi. Et même si après les 2 doses et le rappel de vaccin, nous ne pensions pas en être là aujourd'hui, faut-il pour autant aborder 2022 avec le sourire? Oui, nous le devons.
Et je vais vous citer le philosophe Alain, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Je vais me répéter, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Oui, merci aux corps médicaux qui ont été sur la brèche et ont pu nous protéger collectivement. Oui, merci à l'État, pourtant tout souvent rabroué, sans lequel tant d'entreprises et secteurs d'activité auraient affronté une tragédie financière. Oui, merci à ce même État d'avoir assuré la continuité de l'éducation. Oui, merci aux hommes de science, à leur savoir, à l'esprit de recherche spécifique dans les domaines du vivant. Nous leur devons un grand vaccin et on a vu que pendant cette période, comment les communications de recherche se sont vraiment transmises entre pays à travers les frontières. Et vraiment un grand merci, on peut leur devoir. Merci à la presse écrite, parlée et audiovisuelle, mais aussi heureusement présente sur Internet, et nous a préservé des fausses nouvelles qui ont déferlé sur certains canaux des réseaux sociaux. Oui, merci aux nouveaux modes de communication offerts par les outils de visioconférence, même si aujourd'hui on est un peu faillant sur YouTube, qui ont permis de rétablir les échanges entre tous. Merci plus particulièrement à Philippe Prévost, d'Alliance Acrinium, et à l'équipe interne avec Daniel-Éric Marchand, qui est parti là se prendre un sans risque et qui n'a pas pu préparer le système tout à l'heure, Philippe Kimbombled, membre et conseiller du secrétaire perpétuel, et Christine Ledoux, notre chargée de communication et plus particulièrement responsable de la diffusion de la chaîne YouTube qui atteint le millier d'abonnés. Alors là, pour tous les nouveaux membres, on est à 949 abonnés à la chaîne YouTube, donc grand appel pour rejoindre, on espère, le millier avant la fin du mois. Oui, merci aussi à Jean-Antoine Chaptal, Chaptal qui a été membre de notre académie, vous le voyez sur la droite, avec qui on doit avoir réuni tous les cépages de France dans ce consulat. Il était ministre de l'Intérieur, mais aussi chargé de l'agriculture, médecin, chimiste, industriel, etc. C'est grâce à lui que des Pierre-Joseph Redouté, son frère, d'autres ont pu coucher des aquarelles de divers cépages, que vous avez des belles photos d'ailleurs dans à la fois cet ouvrage mais aussi dans nos allées, pour dire que voilà, on doit des grands merci à lui. Oui, merci à Louis Pasteur, 1875, si je ne m'abuse, je ne vois pas très bien, mais savant, membre de l'Académie d'agriculture, encore dénommé Société nationale et centrale d'agriculture, acquis la biologie. Pardon 1872, merci, vous voyez, je ne voyais pas bien. Madame avec des lunettes. Mais au moins, vous savez où il est maintenant. Donc, nous lui devons énormément et on fêtera en 2022 le bicentenaire de sa naissance. Nous le ferons de manière ouverte, en partenariat avec l'Académie agraire d'Ukraine, d'abord, le 16 mars, puis avec les autres académies scientifiques. Oui, merci aujourd'hui d'accueillir les nouveaux élus qui vont s'exprimer par de courtes vidéos ce 5 janvier exceptionnel. Oui, merci au bureau qui est renouvelé et installé pour l'année, comme je l'ai indiqué, de belles perspectives. Oui, et merci à tous ceux qui ont contribué à nous maintenir ensemble et à accueillir 2022 avec le sourire et confiance. J'ai repris une phrase de Jean de Bruyère: ceux qui barrent la route fait faire le chemin. Place au sourire et merci de votre écoute. Maintenant, allez écouter monsieur son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. À vous, et on vous écoute. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Monsieur le Président, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, je suis surpris et très honoré d'avoir été invité à la séance d'installation du nouveau bureau de l'Académie d'agriculture. Je le dois, je pense, à mon ami Jean-Jacques Hervé, qui prend aujourd'hui ses fonctions de président pour l'année 2022.
Alors, nous nous connaissons depuis longtemps avec Jean-Jacques Hervé, puisque je l'ai rencontré en prenant mes fonctions d'ambassadeur à Moscou en 2000. Et nous avons travaillé ensemble pendant près de 4 ans, les années 2000, 2001, 2002, 2003. Il m'a guidé dans la compréhension des réformes en cours de l'agriculture russe. Celle-ci, d'ailleurs, ne va pas trop mal, comme il l'écrit dans ses nombreux articles, puisqu'elle s'est assez facilement remise de la suppression des kolkhozes et des sovkhozes de l'époque soviétique, au point que la Russie est devenue aujourd'hui le premier exportateur de blé au monde. Et que par ailleurs, l'agro-business s'y est considérablement développé. Alors, dans notre histoire commune, eh bien, quand je suis arrivé à Moscou, Jean-Jacques Hervé m'a assez rapidement présenté le ministre russe compétent, M. Alexei Gordeïev, ministre de l'Agriculture, avec lequel nous avons entretenu des relations que je qualifierais de confiantes. Et je crois même pouvoir dire, en faisant un anachronisme, que si nous avions été en poste à Moscou en 2021, nous aurions été voir le ministre de l'Agriculture et beaucoup d'autres pour leur expliquer que la nouvelle législation sur le champagne était absolument scandaleuse, en tout cas ridicule, puisque nos bouteilles de champagne, depuis le 1er janvier dernier, vont pouvoir garder leur étiquette française, champagne, avec le nom de l'origine, mais que la contre-étiquette à l'arrière, traduite en russe, comme c'est la coutume, ne pourra pas comporter le mot champanskoye et comportera la traduction en russe de l'expression, paraît-il, dans la nomenclature douanière russe, vin mousseux. C'est un peu suspect parce qu'il se trouve qu'on fabrique aussi des vins mousseux en Russie, que Staline avait voulu les développer pour que le bon peuple ait accès à quelque chose qui ressemble au champagne, et qu'en effet, on l'appelle champagne-skoyeux. Je ne qualifierais pas ce liquide, ce breuvage particulier, parce que j'aime beaucoup les Russes, et qu'après tout, ça n'est pas de leur faute si des situations de ce genre se produisent. Je dirais aussi que, par contre, pour revenir, sortir de mon anachronisme, et revenir à l'époque où nous étions ensemble à Moscou, nous avons eu à lutter, en prenant contact avec les ministres, et notamment avec Gordeïev, contre des mesures protectionnistes présentées comme des mesures phytosanitaires. Celle dont je me souviens aujourd'hui, c'était une absurde interdiction de l'importation de saumon français à l'époque où nous étions victimes d'une épidémie de vaches folles. Et effectivement, dans un dîner où il y avait beaucoup de monde à l'ambassade de France, j'avais fait toute mon intervention là-dessus, c'est-à-dire sur que, effectivement, les saumons français étaient très imparfaits et avaient probablement des rapports incestueux avec les vaches folles. Et le lendemain, la mesure était rapportée. Jean-Jacques Hervé m'a associé très étroitement au développement des nombreux projets d'implantation, de développement d'entreprises agroalimentaires françaises en Russie. On peut citer à l'époque Sugden, Bonduelle, Lactalis, Danone, mais il y en avait bien d'autres. Crédit Agricole était aussi actif. Je me souviens d'un jour d'hiver, à peu près à cette époque de l'année, où on inaugurait une usine de production de yaourts et de produits laitiers Danone dans un endroit totalement désert, avec des arbres où la neige était gelée, paysage naturellement de rêve en Russie, mais depuis, les affaires de Danone se sont considérablement développées. Alors tout de même, il faut que je parle de l'un des faits d'armes de Jean-Jacques Hervé pendant cette époque. Il avait eu la bonne idée de mettre en contact les éleveurs de bovins français avec les autorités de la région de Tioumen, qui avaient beaucoup d'argent à cause du pétrole. Et ceci a conduit à une négociation, et finalement, l'aboutissement a été l'achat de 2000 vaches de race Salers, charolaise, limousine, mes préférées étaient les Aubrac, à cause du rimel qu'elles avaient sous les yeux, évidemment, et ces races rustiques qui se sont merveilleusement adaptées au climat de l'Oural.
Évidemment, nous sommes allés rendre visite à nos vaches, une fois que celles-ci ont été installées dans leur ferme de Loural. Et fin 2002, nous avons effectué une véritable visite officielle à Tjumen, où nous avons été reçus par le représentant plénipotentiaire du président Poutine, puisque le président Poutine, en 2000, la première mesure qu'il a prise pour mettre un peu d'ordre dans son pays, a été de dessiner 7 districts présidentiels et de nommer à la tête de chaque district un super-préfet, l'équivalent d'un super-préfet. Et M. Latichev était l'un d'entre eux. Il nous a évidemment très bien reçus et on est ensuite allé voir, allé dîner avec le jeune et dynamique gouverneur de la province qui s'appelait Sergueï Sobyanin, qui avait joué un rôle important dans le montage du projet. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je lui ai remis les insignes de l'ordre du mérite agricole. On fait aussi ça dans les ambassades et généralement les bénéficiaires sont très, très heureux. J'ai d'ailleurs raconté cet épisode dans mon livre, dans un chapitre agricole de mon livre Vivre avec Poutine, publié il y a 3 ans. Il faut toujours faire un petit peu de publicité quand même. Alors ce que je voudrais quand même dire, c'est que Jean-Jacques Hervé a quand même le don pour identifier les personnages importants dans les pays où il travaille, pour identifier ce que nous appellerions les personnalités d'avenir, parce que M. Sergueï Sobyanin, le jeune gouverneur de l'époque de Tjumen, est devenu quelques années plus tard le patron de l'administration présidentielle, c'est-à-dire plus important que le Premier ministre en réalité, et qu'il est depuis 2010 le maire de Moscou, mais Moscou, le grand Moscou, que probablement il est l'une des 5 ou 10 personnes susceptibles de succéder à Poutine. C'est par conséquent que je félicite Jean-Jacques Hervé, encore une fois, pour ce mode de sélection des personnalités à rencontrer en priorité dans les pays où il était en poste. Mais revenons à l'agriculture, parce que je voudrais quand même profiter de cette occasion qui m'est donnée pour souligner l'importance de l'agriculture dans la diplomatie, et finalement l'importance de la diplomatie agricole. Pas seulement dans les organisations internationales spécialisées comme la FAO ou le PAM, mais aussi dans des organisations comme l'Union européenne, et puis dans les relations bilatérales tout simplement. Alors, sans revenir sur le cas de la Russie, puisque j'en ai parlé, je prendrai 2 exemples. 2 exemples européens et 2 exemples asiatiques, puisque j'ai eu aussi l'honneur de servir pas mal de temps en Asie. Alors, dans les affaires européennes, évidemment, la politique agricole commune a toujours joué un rôle clé pour nous, et j'ai pu le vérifier dans plusieurs postes. Entre 82 et 85, en tant que secrétaire général adjoint du GCI, évidemment, je présidais les fameuses réunions interministérielles du mercredi après-midi, mais j'accompagnais aussi les ministres de l'Agriculture pendant les conseils à Bruxelles ou à Luxembourg. Et j'étais, en effet, je plaide coupable, en 1984, dans la délégation de Michel Rocard, qui a négocié à Luxembourg les quotas laitiers. Nous avons passé 3 jours et 3 nuits à négocier à l'époque les quotas laitiers, qui, dans les circonstances de l'époque, étaient présentés comme de nature à sauver l'agriculture, en tout cas le secteur laitier de l'agriculture française. Dans ces fonctions, et puis dans les fonctions de conseiller à la représentation permanente à Bruxelles, je me suis beaucoup occupé de la négociation d'adhésion de l'Espagne, et comme vous le savez, c'était un sujet très difficile sur le plan agricole, puisque une bonne partie de l'opinion publique française, en tout cas de la classe politique française, considérait que l'agriculture espagnole pourrait bien ruiner le secteur des fruits et légumes de la France et notamment du sud de la France. Finalement, le gouvernement français a obtenu, dans le traité d'adhésion, que figure une période de transition très longue, 12 ans, avec des aides à l'agriculture française données par la Commission pour permettre l'adaptation des 2 économies. Et cette adaptation s'est faite. Je ne sais pas s'il faut le dire ici, mais en effet, le jeu diplomatique que j'ai eu à vivre a été une période où le gouvernement français ne voulait pas l'adhésion de l'Espagne, et par conséquent, à Bruxelles, il fallait multiplier les difficultés.
c'est faisable dans les dossiers, on peut introduire beaucoup de problèmes. Mais un jour, j'ai été convoqué par le ministre qui m'a dit, le président a vu Felipe González et ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord, on va les aider pour éliminer les terroristes de l'ETA, mais il faut qu'ils nous aident sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils acceptent 12 ans de transition. Et vous retirez tout ce que vous avez mis dans les dossiers, de façon à ce qu'une solution soit possible, une solution soit trouvable. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait naturellement avec tous mes collègues de Paris et du ministère de l'Agriculture. Et puis quelques années plus tard, l'ironie du sort était que j'ai été nommé ambassadeur en Espagne et que j'ai pu suivre, avec un autre conseiller agricole, l'évolution de nos échanges et la préparation aussi mensuelle des conseils agriculture vus sur le plan bilatéral avec nos collègues espagnols. Voilà pour l'Europe. J'évoquerai maintenant brièvement 2 exemples asiatiques, alors dans un ordre tout à fait différent. Il se trouve que j'ai été ambassadeur au Vietnam et qu'en 1989, j'ai eu l'opportunité d'accompagner le ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, dans une visite au Vietnam qui se présentait comme une visite d'ouverture. On avait envoyé 2 cours pour faire l'ouverture historique et littéraire, et Nallet pour faire l'agriculture, l'ouverture c'était en matière agricole. Pourquoi? Parce que l'agronomie était un des seuls secteurs, avec le français, avec le linguistique, qui avait survécu à la période la plus noire des relations entre la France et le Vietnam, la période de guerre, prolongée naturellement par la guerre américaine. Et effectivement, nous avons rendu visite à toutes les institutions agronomiques et agricoles à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville et à l'intérieur du pays. Et on s'est aperçu qu'il y avait un grand appétit parce que les agronomes qui dirigeaient ces instituts avaient fait des études en France et qu'ils voulaient renouer naturellement avec les grandes institutions, avec l'INRA, qui a maintenant un nom un peu plus compliqué, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, avec le CIRAD, avec l'IRD, et ceci s'est fait progressivement au cours des années suivantes. Le deuxième exemple, c'est l'Inde. Et bien là encore, un ministre de l'Agriculture, qui s'appelle M. Philippe Vasseur, a effectué une visite en 1997. Et l'intérêt pour l'ambassadeur d'une visite ministérielle dans un secteur particulier, c'est de pouvoir rencontrer tous les acteurs de ce secteur, ce qui n'est pas toujours facile en période normale. Et entre autres choses, nous avons rencontré Mokguru Swaminathan, qui est considéré en Inde comme le père indien de la révolution verte en Inde, qui, dans le fond, puisque c'était la priorité, et Nehru avait dit, lorsqu'il est venu par les ministres, l'agriculture, seul compte l'agriculture. Il faut que les Anglais, il faut que les Indiens, c'est intéressant, puissent se nourrir. Et en effet, Swaminathan, en recourant à des variétés qui avaient une productivité très importante, en développant beaucoup, évidemment, l'irrigation, au risque, naturellement, de faire quelques dégâts en matière d'écologie, a permis à l'Inde d'être autosuffisante en céréales. Et maintenant, aujourd'hui, en effet, il faudrait une autre révolution verte, mais verte au sens écologique, de façon à prendre en compte cet élément très important. L'agriculture, c'est aussi l'agroalimentaire, bien sûr, et puis ses prolongements culinaires. Alors, puisqu'on m'attend sans doute aussi sur cette question-là, en effet, dans une ambassade, les repas, c'est très important, parce que c'est la possibilité de faire venir à l'ambassade des décideurs locaux, des responsables, et si la cuisine est bonne, ils viennent volontiers. Aussi pour la curiosité, naturellement la cuisine ne peut être que française. Il n'est pas question de servir une cuisine locale dans une ambassade française. Cela permet de s'informer, de dialoguer, quelquefois de négocier. Et j'ai eu la chance, en Inde comme en Russie, de travailler avec un chef haut en couleur, Bertrand Charpentier, qui était capable de faire face à l'organisation d'un repas de 250 couverts, de préparer un 14 juillet pour 3000 personnes. Naturellement, il mobilisait ses camarades cuisiniers des grands hôtels locaux, sans aucune difficulté.
Et ceci, évidemment, rendait la compétition illégale, la concurrence illégale avec mon collègue britannique ou mon collègue allemand. Au Vietnam, le premier buffet du 14 juillet, c'était le 14 juillet 89 en plus. Et évidemment, on avait fait dire, c'était pas difficile aux Vietnamiens, que c'était l'anniversaire de la Révolution. Donc le général Sherp nous a tout de suite apporté son soutien total en disant que la Révolution c'était lui et qu'il viendrait le 14 juillet 89 pour le fait. Tout le monde s'est précipité sur un buffet de produits français, ce qui était d'ailleurs pas très facile à faire à l'époque, puisqu'il n'y avait aucun produit de ce genre sur le marché à Hanoï en 1989. En Inde et en Russie, toute proportion gardée, même chose. Et évidemment, les repas à l'ambassade devaient comporter des fromages français, parce que c'est aussi une spécificité qu'il faut présenter à nos amis, aux responsables des pays dans lesquels nous sommes en poste. Ceci implique d'ailleurs que généralement l'ambassadeur prend 10 à 15 kilos s'il fait 3 postes successifs dans les pays de ce genre. Alors, l'agriculture, pour conclure, est donc l'objet de négociations permanentes pour un assez grand nombre de diplomates. Pas tous, certains s'occupent plutôt de la bombe atomique ou d'autres choses, mais presque tous, à une période ou à une autre, ont eu à s'occuper de négociations agricoles, d'implantation d'industries agroalimentaires, et évidemment d'utiliser l'arme absolue qui est l'arme culinaire. Rebonjour, je prends la parole très souvent depuis ce matin. C'est une journée un peu particulière qui va me permettre de quitter mes fonctions de président, qui sont des fonctions prestigieuses mais un peu prenantes. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le secrétaire perpétuel et cher constant, monsieur le trésorier perpétuel, chère Patrice, chère consoeur, chers confrères, mesdames, messieurs, heureux aussi de vous voir très nombreux encore dans cette salle. Très chère Nadine, à cette même place, il y a un an, tu avais débuté ton discours par ces mots: l'année 2020 fut exceptionnelle. Je pense que nous venons de vivre une année 2021 qui était pas mal non plus. Et qu'on n'a pas subi des confinements total comme tu l'as vécu, mais on a quand même, nous sommes restons sur une année 2021 compliquée, et l'année 2022 se présente de façon très compliquée aussi et très incertaine. Nous avons donc parcouru cette année 2021 avec des séances hebdomadaires, mixant le présentiel, comme aujourd'hui, rue Bellechasse, beaucoup en visio, quelquefois personne dans la salle, j'en ai vécu quelques-unes, n'est-ce pas Constant? D'abord en webinaire avec la Grignole, ça s'est bien passé, et puis maintenant avec YouTube, on n'est pas encore totalement rodé, mais ça viendra, et je crois que nous aurons effectivement, ça a été dit plusieurs fois, plusieurs centaines d'abonnés à notre chaîne YouTube, et on devrait approcher le milieu. C'est pourquoi je souhaite d'abord remercier et saluer toute l'équipe de la compagnie qui nous a permis de mettre en place tous ces équipements, toutes ces installations progressivement. Donc je pense à Daniel Marchand, bien sûr, je pense à Philippe Bombay, je pense à Christine Ledoux, je pense aussi à Corinne Millier qui est au premier rang, qui est toujours très fidèle, et Sylvie Verger qui nous regarde là-bas, qui assure très efficacement la gestion de notre belle compagnie sous la diligence de notre secrétaire perpétuel ami Constant Lecoeur. Alors, je vais me permettre de citer quelques-uns de nos consoeurs et confrères qui ont un rôle plus obscur, entre guillemets, qui ne sont pas souvent à la tribune, mais qui ont un rôle absolument fondamental et qui donnent de façon très généreuse leur temps pour la qualité de nos travaux et de notre compagnie. Je citerai d'abord Christian Ferraud, il n'est pas avec nous aujourd'hui, il a fait un bouquin qui vient de sortir, notamment pour ça, il est en train de préparer une histoire complète de l'agriculture, et le premier tome est sorti il y a quelques mois maintenant, absolument remarquable, et Christian Ferraud a droit à toute notre salutation. Je crois qu'il a beaucoup travaillé avec Émile Chaudet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est souvent dans notre salle. Le second, c'est Christian Saber. Christian Saber, il fait un travail absolument remarquable pour la régularité de nos mensuels. Le
dernier numéro qui est envoyé hier est absolument remarquable. Ce travail de communication simple avec la mensuelle est extrêmement précieux. Anne-Marie Berger, elle n'est pas là non plus, mais heureusement qu'elle est là pour suivre le suivi de tous les prix que nous donnons. Un boulot énorme qu'elle fait, et là aussi elle n'est pas seulement l'individu, mais vraiment merci à elle. André Fougeot, je crois qu'il est là, il me semble, non? Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà André. Pour son insatiable travail dans la bibliothèque, hein, c'est grâce à lui qu'on a réussi ce magnifique ouvrage, les raisins de Redouté, parce que ça a été un travail très important. Je cite aussi Catherine Renier-Roger pour son animation du comité des livres, et puis Patrick Olivier, notre trésorier perpétuel honoraire, qui continue à superviser de façon très efficace le développement de notre encyclopédie. Donc j'en oublie certainement, hein, mais je voulais citer ces quelques collègues parce que pour moi ils sont tout à fait exemplaires, au même titre bien sûr que les présidents de section, les secrétaires de section, et tous les membres de la commission académique que nous avons tenus ce matin, et puis tous les animateurs des groupes de travail. J'insiste là-dessus parce que pour moi c'est un élément très important. Ça avait été lancé il y a quelques années, et bien nous avons doublé le nombre de groupes de travail depuis 5 ans. C'est la preuve qu'ils sont très utiles et il y a un travail intersection qui me paraît extrêmement précieux. Merci encore une fois à toutes et tous. Après ces remerciements, je vais avoir une approche très personnelle du bilan de cette présidence et de partager avec vous quelques réflexions sur des sujets que je connais bien, l'alimentation internationale, mais l'aspect bilanciel me paraît intéressant. Alors, loin de moi de reprendre le travail du compte-rendu d'activité que présente notre secrétaire perpétuel avec efficacité, compétence, chaque année, lors de la séance solennelle. Il est très complet, détaillé et concerne l'année académique. Alors que nous, pauvres présidents, on a des années calendaires. Tu verras, on est entre 2 années académiques, un peu comme ça, entre 2 chaises. Non, mon propos sera très différent. Hein. Je pense en effet qu'il revient au président sortant de tirer quelques enseignements de ce qu'on a pu vivre pendant 1 an. Je pense que c'est tout à fait dans mon rôle. Et donc je me permettrai, si je peux me permettre cette formule, de brosser un tableau impressionniste, alors que Constant fait un tableau académique de nos activités. Alors cette année de présidence, d'abord, m'a permis de présider et de préparer et de participer à toutes les séances hebdomadaires de l'Académie. Je dois dire que je n'étais pas très régulier avant, j'étais très régulier dans la section que j'animais avec d'autres sur les productions animales. J'étais aussi présent au niveau du GID, le groupe interacadémique pour le développement, mais j'avoue ne pas avoir mesuré l'extrême diversité et la qualité de l'ensemble de nos activités. Je l'avoue très franchement. Ça a été confirmé ce matin lorsqu'on a entendu la vingtaine de nouveaux membres. Ils sont d'une qualité et d'un éclectisme absolument extraordinaire. Alors comme ça, en 2021, j'ai présidé plus de 40 séances, colloques ou manifestations, et à chaque fois, c'était extrêmement riche, extrêmement varié, avec des présentations qui m'ont toujours vraiment impressionné. Alors je voudrais citer quelques thèmes qui ont été abordés cette année, ceux qui m'ont passionné, et surtout pour moi, ceux qui ont contribué à développer une réflexion et de nouvelles actions. Alors, vous verrez qu'il y en a eu beaucoup. D'abord, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est une commande. Constant, tu te souviens de ça? C'était au printemps 2021. Le ministre m'a demandé qu'est-ce qu'on pensait de l'agroécologie, comment il fallait qu'on en parle, est-ce que vous en parlez? Donc on a rencontré son cabinet assez longuement. Nous lui avons alors communiqué le magnifique ouvrage de notre ami Bernard Hubert et Denis Couvet sur ce sujet. Et puis ensuite, on a eu un exercice que j'ai parrainé, que j'ai voulu, c'est cette idée d'échange croisé. C'est-à-dire dans cette salle, au mois de septembre, on avait les deux clans, entre guillemets. Chez nous, on a quand même des oppositions, et c'est très bien, c'est très constructif. Ces confrères pouvaient défendre leur position entre une approche conventionnelle de l'agriculture et l'autre, l'approche agroécologique. Tout ça pour nourrir le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les 2 cas? Je dois dire que cette séance a été tout à fait passionnante et qu'en fait, les 2 parties se sont rapprochées. Ils ont compris quels étaient les arguments des uns et des autres et je pense que ça a permis un petit rapprochement. Je souhaite vraiment que ces échanges croisés soient multipliés parce que c'était interne à l'Académie et c'est à mon avis très précieux et très enrichissant. Et d'ailleurs, à la suite de ça, notre Académie a signé en octobre 2021 la déclaration d'engagement pour la transformation des systèmes alimentaires par l'agroécologie. C'était une demande également et on a fait ça avec dans le partenariat avec les Nations Unies. Alors, un autre sujet tout à fait différent qui m'avait beaucoup intéressé, la séance s'appelle la fixation du carbone en forêt va-t-elle devenir une activité rémunérée? C'est un sujet que je connaissais très peu ou très mal. Elle était très illustrée, très intéressante, cette séance, montrant les possibilités nouvelles et intéressantes pour les entreprises de participer à des campagnes de reboisement. Dans le cadre d'une politique de RSE et un peu des perspectives de comptabilité verte, c'est un vrai sujet que je ne vais pas aborder à la tribune. Alors ces exemples français m'ont beaucoup intéressé et je suis en train d'essayer de voir si on peut les appliquer dans d'autres pays. Je vois au fond de la salle notre ami Lucien,
certains pays méditerranéens pourraient être intéressés par cette approche de reboisement grâce à des systèmes de rémunération de la fixation du carbone en forêt. Une autre science intéressante et plus facile à décrire, c'est la baisse porcine africaine. C'est cette pandémie qui a bouleversé les filières porcines mondiales, au départ de la Chine, encore une fois. Elle a été préparée avec nos collègues de l'Académie vétérinaire de France. Et là, je trouve que c'est intéressant. Ces échanges interacadémiques sont, à mon avis, indispensables. Je suis un militant de ce genre d'échanges, même si ce n'est pas toujours facile. Certaines académies sont serrées autour d'une prérogative, et je vois les hochements de tête de mes collègues, c'est vraiment même pas facile du tout quelquefois. Mais en l'occurrence, quand on tombe sur des thèmes intéressants, où l'Académie vétérinaire voyait plutôt les aspects de pathologie, et nous plutôt les aspects économiques, c'était tout à fait passionnant, n'est-ce pas, dans chaque chose, c'était une très bonne séance, et on va renouveler ce genre d'initiative. Une autre séance à laquelle aussi je ne connaissais pas grand-chose, c'est l'agriculture, la gestion des sols, la gestion de l'eau et des sols. Alors plusieurs séances ont été consacrées à tout ça, ce qui est une question majeure pour l'agriculture. Encore à midi, à table, on a parlé de ça avec la personne qui s'occupe de la présidence française de l'Union européenne, qui est intéressée par ce sujet. Et c'est aussi un sujet qui était central lorsqu'on a organisé un colloque avec nos amis du CIAM. Le GID et le CIAM, on a fait un colloque à Paris absolument remarquable sur ces sujets. En tout cas, la session sécurité alimentaire a été prenante sur les bassins versants méditerranéens. On a fait un communiqué de presse, on a fait une déclaration commune, n'est-ce pas, cher Placido? Et puis surtout, on a proposé une session spéciale sur ce sujet du problème de l'irrigation de l'eau et des sols lors du prochain sommet mondial de l'eau qui a lieu à Dakar en mars prochain. Alors, un petit mot sur une session que j'avais préparée avec mes collègues de la section 3 sur les prairies des herbivores, sur l'importance de l'élevage pour un développement durable dans le monde, pour nourrir l'humanité. Et je suis à chaque fois sidéré, c'était pas cette séance mais une autre séance, dans lequel des chercheurs de qualité reprennent ce ratio absurde qu'il faut 1300 litres d'eau pour faire 1 kg de viande de bœuf. Je suis à chaque fois scandalisé, et c'est repris souvent, et c'est repris par les médias, et beaucoup de gens le pensent, il faut 13 litres, 13 tonnes d'eau pour faire 1 kg de viande de bœuf. Arrêtons de manger de la viande. Alors c'est complètement faux, quoi. Vous savez, j'espère que vous le savez, je ne vais pas en faire la démonstration, mais je veux dire qu'à cette tribune, à cette même place, il y a encore 2 semaines, il y a un expert qui nous a parlé de ça, qui a repris cette statistique, et pourtant ce gars-là était au dernier sommet de Glasgow, là, sur le développement durable. Donc voilà, je pense que quelque part on a des choses à dire sur des sujets comme ça. Enfin, un dernier sujet, un des derniers que je voulais mentionner, qui m'a beaucoup intéressé, c'est les 2 séances qu'il y a eu sur microplastique et micro-organismes et quels emballages demain pour les produits alimentaires. Alors ces 2 séances qui ont fait un focus sur les 400 millions de tonnes de plastique produits chaque année, 400 millions de tonnes, c'est pas rien, et qui se retrouvent beaucoup en pollution dans les rivières et finalement dans la mer, dont une partie importante vient des emballages alimentaires, mais aussi des pratiques agricoles, ce qu'on appelle la plasticoculture, dans les sols et dans les eaux. Donc c'est l'élimination de ces plastiques, c'est un problème mondial très difficile. Et cette pollution est visible dans certains pays, notamment les pays du Sud, pour un tas de raisons. Et nous allons décider avec nos académies, et notamment dans le cadre du GIP, d'envisager de voir ce problème, pour proposer des solutions, pour trouver des solutions à ce problème vraiment très compliqué. Dernière chose plus personnelle et émotive, c'était les réflexions sur les agricultures africaines, subsahariennes, où on a entendu avec émotion le discours de René Tourte. René Tourte vient de faire un ouvrage sur toute sa vie qu'il a consacrée à l'amélioration de ces cultures africaines. Vous savez, j'y suis très attaché. Il vient de publier en 4 volumes, 3380 pages, sur l'histoire de la recherche agricole en Afrique francophone et de son agriculture, de la préhistoire au temps moderne. C'est absolument passionnant. On a eu un discours extrêmement intéressant, puis avec délice, nous avons écouté notre confrère Papsec faire une conclusion de cette session. Ça avait été extrêmement intéressant et mouvant. Alors, rapidement aussi, parce que toutes les sessions intéressantes, c'est vraiment passionnant, mais sur l'état de l'agriculture, je veux souligner le rôle de notre ami Jean-Louis Bernard, qui avec beaucoup de régularité continue à organiser ces manifestations annuelles. La séance sur l'agriculture périurbaine, voilà une chose que je connaissais mal, mais effectivement qui est importante, et vous avez entendu ce matin, mais nous avons constitué un groupe de travail sur ce sujet nouveau mais extrêmement intéressant. Alors le colloque sur la viande cellulaire, qui a été organisé avec d'autres partenaires, mais ça a déclenché un très vif intérêt. Voilà un sujet d'actualité qui intéresse la société. La salle était pleine et on a eu près de 800 visions sur YouTube. Donc voilà un sujet dans lequel notre compagnie peut intervenir sur des sujets d'actualité.
Je n'oublie pas l'hommage à Chapelle qui a été fait avec la remise du bouquin sur Redouté. La séance d'hommage à Michel Després qui nous a confirmé l'intérêt de travailler sur le patrimoine naturel, et ça nous donne l'idée avec Jean-Jacques d'ailleurs d'envisager de travailler, de préparer un colloque à l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg. C'est une chose qu'on a en idée, monsieur l'ambassadeur, nous en parlera certainement. Je me souviens aussi d'une séance sur la PAC qu'on a fait avec Daciel Solos. On a pu échanger directement avec lui. Vous savez qu'il a d'autres responsabilités dans son pays. Et on a en particulier évoqué le concept de politique agricole et alimentaire commune. Et puis ce symposium tenu il y a quelques semaines avec Aprifel, qui est l'interprofession du fruit et légumes, qui montre l'intérêt de nouer des partenariats entre notre académie, entre guillemets pauvre, et des interprofessions qui souhaitent montrer un peu la façon dont ils travaillent. Et c'était vraiment intéressant. Et puis un petit regret, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de visites l'an dernier. Le Covid nous en a empêché, alors que c'est une habitude chez nous, on va visiter un tas de choses. On a quand même réussi à aller avec le bureau voir la forêt d'Harcourt ainsi que l'exposition remarquable qu'organisait l'ami Bertrand. Alors vous voyez, j'ai passé une année absolument passionnante de président, qui m'a enrichi beaucoup, qui m'a ouvert de nouveaux horizons. Et puis ça m'a confirmé le rôle absolument majeur que doit jouer l'Académie d'agriculture. On a une capacité formidable à mobiliser des savoirs, on a une qualité, une diversité des origines, des expériences de nos membres, on a une très grande interdisciplinarité, même si ce n'est pas toujours facile, je l'ai rappelé ce matin, parce que les sections travaillent un peu dans leur section, dans leur tranchée, il faut faire attention à ça. On a une réelle indépendance, ça c'est clair. On a un prestige qui est dégagé par 260 ans d'histoire, et c'est pas rien. Ben, ça fait que notre académie est une référence dans ce monde d'incertitude et de méfiance de toute approche scientifique ou experte. Alors peut-être que nous pourrions encore améliorer les outils de communication. C'est un de mes collègues ce matin qui en parlait. On devrait pouvoir réussir à intervenir quelquefois en ciblant la cible du grand public. Je pense que c'est ce sujet précis d'actualité, l'académie pourrait communiquer sur des sujets grand public. Je pense à la forme cellulaire, c'est typique. On a apporté un regard nouveau, constructif, sur qu'est-ce que c'est et quelles sont les limites, bien entendu, de tout ça. Donc, sans prendre parti, je pense qu'une communication grand public était quelque chose que l'on pourrait développer, et je laisse tout cela à notre futur président. Alors, concernant maintenant l'alimentation, c'est la finalité première de toute l'agriculture, et je voudrais faire part de quelques réflexions. C'est une question alimentaire, elle est majeure, mais elle est simple. C'est ce que disait aussi Annie Papsek. Il faut nourrir la planète sans la détruire. En quelques mots, c'est ce qu'il faut faire. Mais les éléments de réponse sont extrêmement différents, à mon avis, selon le point de vue auquel on se place. Au niveau mondial, on a une séance ici intéressante, c'était à l'automne, sur les échanges consacrés au Food System Summit, organisé par les Nations Unies l'été dernier. Cette grande conférence mondiale a rassemblé un nombre impressionnant de chercheurs, de décideurs, de structures. Alors c'était un peu la cacophonie. Il a été acquis que les systèmes alimentaires jouent un rôle majeur dans les enjeux du développement durable, mais les controverses restent extrêmement vives sur la façon de les mettre en application. Quel agenda? Quelle gouvernance? Quel rôle pour les experts? Quel rôle pour la prospective, pour la modélisation? Quelle influence auront les progrès techniques? C'est un sujet très vaste, ça. Et quel est le rôle des agriculteurs de firme, qui ont un rôle majeur dans l'agriculture mondiale? Alors le consensus et le mode est obtenu, et là je crois qu'il est important que nos confrères qui sont déjà dans la boucle de ce summit continuent à y être. Parce qu'ils ont un rôle de modération, en tout cas d'information de notre part. Je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Il est très important que notre compagnie participe à ce genre d'événement, justement pour être partie prenante. Alors, deuxième niveau, c'est le niveau national. Et là, j'ai pris comme référence un ouvrage très récent qui a été publié en septembre dernier par la France Stratégie à la demande de notre Assemblée nationale. Il est intitulé Pour une alimentation saine et durable. Ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Mais en près de 400 pages, cet ouvrage fait un bilan de notre système alimentaire, les politiques alimentaires, les systèmes, le PNNS, le PNA, et toutes les évolutions en cours. Les messages principaux sont clairs, il faut que le système français doit évoluer, que les politiques actuelles de nutrition n'apportent que des réponses très partielles, mais que nous avons des outils existants qui sont performants. En fait, les objectifs de santé et de lutte contre le dérèglement climatique doivent structurer les politiques nationales. Alors là-dessus, Sophie n'est pas dans la salle, je crois, mais j'aimerais que notre section alimentation humaine puisse avoir un avis sur ce rapport. C'est un rapport qui est extrêmement dense, à 400 pages, mais j'aimerais que ça fasse partie et que j'aimerais avoir une analyse critique de ce rapport parce qu'il présente des choses de façon assez intéressante en tout cas. Puis vous savez que je m'intéresse au niveau local.
On a parlé du monde, on a parlé de la France. Localement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je voudrais réinsister à la tribune sur le succès des projets alimentaires territoriaux, les PAT. Je l'avais déjà mentionné, et ces exemples se multiplient dans le pays, il y en a peut-être 300, et ça motive beaucoup de collectivités. Ça motive et de structures locales, en faisant prendre conscience de la multifonctionnalité de l'agriculture, chose qu'ils n'avaient pas tout à fait notion, de l'intérêt par exemple des circuits courts et des limites des circuits courts. Les problèmes de stockage des productions, ils sont tout de suite devant des stocks de produits énormes alors qu'ils n'y pensaient pas. Bref, ces PAT génèrent un véritable engouement, un engagement de beaucoup de nos concitoyens qui, sur les enjeux alimentaires de leur territoire, ça me semble très important. Là aussi, peut-être que notre compagnie pourrait y apporter son expertise. J'ajoute, et Constant l'a rappelé ce matin, que j'organise en avril un colloque là-dessus, en confrontant un peu, vous savez que c'est mon leitmotiv, c'est la pensée globale, agir local. C'est un concept qui m'est cher. Je vais mettre en présence les acteurs du terrain et les grands penseurs globaux, notamment ceux du colloque de Cerisy. Je continue à percevoir que ces colloques ne sont pas très connus. Voilà pour l'alimentation. Alors, les systèmes alimentaires, c'est maintenant passé dans le langage courant, ça devient absolument important comme concept. Et vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire pour accorder tous les violons. Alors, sur l'international, vous connaissez mon vif intérêt, ma passion pour cette dimension. Je me suis personnellement, peut-être que aussi le cas de M. l'ambassadeur, je me suis senti souvent l'étroit dans l'Hexagone. J'ai toujours aimé comparer ce qui se faisait ailleurs, challenger les pratiques dans des pays différents, dans des pays et des continents différents. J'ai aussi beaucoup voyagé pour ma part, et je trouve toujours ces comparaisons extrêmement instructives et prometteuses et fructueuses. D'abord, je soulignais l'important travail, l'important virage constaté dans notre compagnie depuis quelques années. Et c'est le groupe de travail animé par Michel Thivier qui l'a fait. Il a pris beaucoup de conscience, j'étais avec lui, pour modifier un tout petit peu la façon d'envisager ce travail international qui, à mon avis, concerne absolument tout le monde. Je me demande même s'il ne faudrait pas faire une 11e section internationale, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée pour l'instant. Et donc on a réussi à mettre ensemble, de rassembler tout ce qui était fait à l'international, dans la compagnie, c'est extrêmement vaste, et puis qui était souvent méconnu et plus partagé. Et on s'est aperçu qu'on pouvait absolument les potentialiser. Alors, ce groupe de travail a été renouvelé, j'y participe, et on a un plan de travail très ambitieux, avec une feuille de route, et en particulier sur l'Afrique, qui est un continent que je connais bien, pour avoir une ligne de conduite, une feuille de route sur ce qui se passe en Afrique, en profitant d'ailleurs en Afrique sur la présence de très nombreux collègues africains qui sont de qualité et qui envisagent de créer une espèce de réseau d'experts pour l'Afrique. Alors en Europe, c'est c'est l'Association européenne des académies d'agriculture. Là aussi, Michel Thivier en fait partie. C'est quelque chose qu'il faut sûrement dynamiser, parce qu'on a vu que d'autres académies avec des structures européennes extrêmement actives, et c'est peut-être quelque chose qu'on essaiera de modifier, en tout cas d'améliorer dans l'avenir, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourra réfléchir. Alors je n'oublie pas de mentionner le GIP, dont je suis partie prenante, je vous représente, ce groupe interacadémique pour le développement. Nous y jouons un rôle important, notamment à côté des académies des sciences, l'académie des inscriptions les belles lettres, l'académie des technologies, l'académie des sciences d'outre-mer. Et donc nous apportons cette dimension agricole, mais aussi patrimoine naturel, sciences naturelles, entre guillemets. Et donc je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et nous avons réussi en 2021, juste dans le bon credo, Place de Pizzaga pour le confirmer, à organiser un très très beau colloque à Paris, dans le sud de l'Italie, sur les perspectives des bassins versants et de l'agriculture dans les bassins versants. Et je crois qu'on s'ouvre de belles perspectives avec cette structure de SIAM qui est extrêmement intéressante. Nous avons d'autres projets au GID, et j'en ai déjà parlé, sur le patrimoine naturel, avec Vavilov peut-être bien, et aussi sur la pollution par les plastiques, je l'ai dit aussi tout à l'heure, ce sera peut-être dans l'océan Indien que nous allons lancer cette étude. Je terminerai par un programme qui m'est cher, c'est le programme GIDAGRI qu'on a lancé il y a quelques années, mais à cause du Covid, a été un peu freiné dans ses élans. Eh bien, nous allons le rendre opérationnel en 2022 avec un appel à candidature pour récompenser les réussites agricoles et africaines dans 5 pays africains. La Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, Zaïre, qui n'est pas un petit pays, et Madagascar. Et nous le faisons avec une fondation, parce qu'encore une fois, nous sommes des structures pauvres, une fondation qui s'appelle la Fondation Pierre Castel, et nous allons remettre des prix à ces jeunes agriculteurs méritants. Et nous le faisons, je l'insiste là-dessus, en partenariat avec l'école super agronomique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le directeur est membre de notre académie, correspondant depuis un an ou deux, je crois, il est chez moi,
Et donc c'est un garçon extrêmement intéressant, on l'a reçu il y a 15 jours, il a pu en faire sortir de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs cette école, qui va accueillir le programme Gilalis, ça va être basé là-bas, hein, c'est important que ce soit en Afrique, il souhaite d'ailleurs accélérer et de renforcer un partenariat avec nous. Il dirige une école d'ingénieurs en Afrique et il considère que le niveau d'enseignement est un peu insuffisant. Donc il voudrait relever ce niveau avec nous, par nous. Donc avec des prestations que nous pourrions fournir à cette école. Et donc on essaie de travailler là-dessus. Je trouve que c'est une dimension nouvelle intéressante. Ce garçon défend avec mordicus le système du diplôme d'ingénieur, ce qui est assez français. Hein, les autres pays, c'est plus universitaire. En France, on a des ingénieurs. Je trouve que le système est très adapté à l'Afrique. Donc il souhaite avoir notre aide pour le développer. Donc voilà ce que je voulais dire. L'international concerne absolument toutes les sections. Et donc c'est l'intérêt aussi de cette dimension. Je terminerai mon discours peut-être en remerciant une dernière fois l'ensemble des équipes de l'Académie pour toute la satisfaction personnelle que j'ai eue à vivre cette année de président. Il me reste le plaisir de transmettre l'insigne du pouvoir à notre nouveau président Jean-Jacques Hervé. L'insigne, c'est cette cloche qui est en bas de l'amendement, et puis à la nouvelle vice-présidente Marie-Françoise Chevalier de Guader pour poursuivre l'excellent travail de nos travaux. Et je souhaite à tous une très bonne année 2022, pleine d'espoir et de bonheur, et pour notre compagnie, une intelligente et fructueuse année académique. Je sonne la cloche la dernière fois, et je termine mon président. C'est moi? Oui. Bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher Jacques, tu es encore président jusqu'à ce que j'ai fini ce discours, je crois. Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Constant, Mesdames, Messieurs les membres du bureau de l'Académie, chers consoeurs et confrères, cher Claude Blanche-Maison, et un grand merci pour ton intervention et les anecdotes que tu as rapportées. Mesdames, Messieurs, chers amis, la séance présente est une sorte d'étape, en effet interacadémique, puisque nous commençons l'année, alors que l'année académique a commencé quelques mois auparavant. Mais c'est un moment important, parce que c'est un moment où on reprend un peu tout, et où on voit travailler les sections, on voit travailler ce qui pour moi est encore peut-être plus important, c'est tout ce travail intersectionnel, interdisciplinaire. Et l'interdisciplinarité dont Jacques a souligné tout à l'heure toute l'importance est quelque chose de capital, parce que les sujets sont tous liés entre eux. Il n'y a pas une question agricole qui échappe à l'interdisciplinarité. Et c'est donc un moment où nous pouvons avoir une réflexion globale. Je tiens à remercier à Jacques Brulé particulièrement pour m'avoir accompagné dans cette prise de fonction, et Constant, bien sûr, et tous les membres du bureau, parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail qui s'inscrit dans la continuité, donc je me sens porteur des valeurs qui ont été les vôtres pendant l'exercice précédent et sans doute pendant les exercices encore antérieurs. Voilà. La pandémie, c'est sûr, a changé profondément les conditions de notre travail, mais j'observe que la pandémie n'a pas eu que des côtés négatifs. Parce que le recours aux technologies, avec toutes les petites vicissitudes que nous vivons à chaque séance, a permis à des tas de gens qui ne sont pas forcément prêts à faire de grands voyages au travers de notre hexagone pour venir à nos sections, de s'y inscrire. Et donc il y a un côté positif à l'utilisation de ces nouvelles technologies pour étendre notre rayonnement. La pandémie, elle a aussi un autre fait marquant à mon avis, c'est qu'elle nous rappelle que nous vivons dans un monde de pandémie. La pandémie du Covid, c'en est une, mais il y a aussi la pandémie de la peste porcine, dont Jacques a dit un mot tout à l'heure, du H5N1 qui a conduit à supprimer de nombreuses volailles, et on voit que toutes ces pandémies humaines ont une relation forte avec les pandémies animales, avec les zoonoses, qui elles aussi ont un rapport fort avec les atteintes quotidiennes à la vie sauvage dans nos sociétés humaines avides de croissance. S'il y a une quarantaine d'années, on pouvait ignorer le rapport Méleuse, c'est-à-dire l'âge de la croissance, ou les réflexions de certains nombres de penseurs et d'économistes comme Samir Amin, René Dumont, Ivan Illich et beaucoup d'autres.
Les analyses du groupe intergouvernemental pour l'analyse du climat, du GIEC, popularisées dans cette maison par notre confrère Jean Jouzel, sont désormais indiscutables. Il y a un changement climatique, un changement profond, et qui s'accompagne également de changements significatifs dans les conditions de la biodiversité, comme l'a parfaitement souligné le Congrès mondial de l'Union UICN à Marseille il y a quelques mois. Ces conclusions montrent que des réformes importantes des outils de gestion de nos économies sont indispensables. Parce que nous devons tenir compte de la finitude de notre planète. Notre planète, rappelons-le, et moi j'ai été sidéré par cela, a consommé le 4 août dernier la totalité de ce qui est renouvelable dans les ressources naturelles dont nous disposons. Et c'est quand même un véritable enjeu de réussir à faire en sorte que nous puissions équilibrer notre ponction sur les ressources naturelles et notre restitution à la vie sauvage, à la vie naturelle. Et c'est sans doute pourquoi ce que nous faisons dans l'Académie de l'agriculture est d'une importance essentielle. Il ne suffira pas de peindre nos économies en vert, que nos économies soient libérales ou qu'elles soient plus planifiées, parce que nos économies fondées sur un positivisme particulièrement réducteur, avec des valeurs qui ignorent les externalités négatives et qui monétisent d'une façon un peu réductrice les valeurs véritables de ce dont nous vivons, nous amène à penser, à la suite d'Edgar Morin, à une révision de nos paradigmes. Ces pensées peuvent paraître éloignées de la réalité quotidienne, mais pourtant elles inspirent de nombreuses initiatives. Produire autrement, manger autrement, travailler autrement. Ce sont à la fois des mots d'ordre et des obligations en quelque sorte qui sont devant nous pour que nous utilisions nos compétences, nos savoirs, pour faire contrepoids au pessimisme des déclinologues et peut-être à l'immobilisme des conservateurs. Pour réussir, ces nouvelles orientations appellent en effet un profond renouvellement des choix de priorité pour la recherche sans doute, la recherche finalisée, professionnelle, selon des schémas que expérimente notamment le sociologue Bruno Latour, dont j'apprécie beaucoup la lecture, et dont le parcours a très souvent croisé nos expériences professionnelles. Et je retiens une formule qu'il a écrite dans un de ses derniers livres, invitant ses lecteurs à suivre les agronomes pour sentir la différence, parfois à quelques mètres près, entre un champ soulevé par l'agrobusiness d'un sol laissé au repos et épaissi par la multiplicité des vivants qui le composent. Et quand je dis, dit-il, sentir, oui, c'est bien avec le nez, après qu'un pédologue vous aura montré comment rouler la motte de terre dans le creux de votre main. Et moi, cette formule me fait penser également à l'excellent livre de notre confrère Marc-André Sellos, petit précis sur les sols, à l'usage de ceux qui les piétinent, et à beaucoup d'autres réflexions de plusieurs de nos collègues de cette académie. Et c'est pour moi aussi une référence et une expérience très personnelle de la maîtrise des sols. J'ai créé le bureau des sols au ministère de l'Agriculture il y a de nombreuses années, et j'ai beaucoup donné de la tarière et de l'analyse de sol façon pratique, et en particulier dans deux expériences qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie professionnelle, celle de spécialiste de l'hydraulique à l'école pour adapter au sol les meilleures technologies, et puis celle que j'ai eu la chance de conduire à partir des années 80 d'une relance agronomique en France. Et c'est un programme qui avait été lancé par Mme Émilie Cresson, arrivant au ministère de l'Agriculture, et qui reprenait les conclusions de deux rapports très importants des années 80. Le rapport de Stéphane Hénin, consacré à la qualité des eaux et des nitrates, et le rapport non moins important de Jacques Poli, consacré à une agriculture plus économe et plus autonome. Et ces deux rapports avaient quand même beaucoup bouleversé à la fois le gouvernement qui cessait ses activités à l'époque de Pierre Megnery, et puis ceux qui revenaient au pouvoir. Et donc Mme Cresson, avec plusieurs de nos confrères d'ailleurs, qui la conseillaient, Claude Béranger, François Colson, ont lancé un
programme de relance agronomique que j'ai eu le privilège de conduire. Et j'ai beaucoup apprécié cette période. Et cette période, j'y pense assez fréquemment en me disant, aujourd'hui, nous vivons un véritable paradoxe. Un paradoxe qui est de courir à la recherche des bonnes pratiques. Nous sommes devenus un pays de normes. Et donc nous collectionnons les bonnes pratiques qu'on veut enregistrer dans des normes et pour rêver de les appliquer. Est-ce que cette application de normes va résoudre le problème? Ma réponse est non. Car je pense, et depuis cette relance agronomique, qu'à la norme, il faut substituer le diagnostic, c'est-à-dire une analyse causale. Essayer de comprendre ce qui est déterminant dans des obligations d'utilisation de pratiques, et les pratiques ne précèdent pas le choix technologique. Le pratique ne se comprend que si elle est inscrite dans un contexte social, économique, parfois familial, et si elle s'applique sur les objets auxquels les pratiques elles-mêmes s'appliquent. Et donc il faut commencer par la parcelle, la culture, le sol, avant de pouvoir ensuite atteindre la dimension de l'entreprise, puis de la région. Et donc, je crois que nous avons un problème de méthode comment dirais-je, à réhabiliter avec un sens du terrain. Et je n'avais pas prévu de mettre dans mon petit texte, mais je vais quand même rajouter un petit mot sur le fait qu'en terminant les études à l'agro et à l'ENGREF, je suis allé faire un stage en Angleterre, à Cambridge, dans la Field Drainage Unit, et où j'ai d'abord un peu appris à parler anglais vraiment, parce qu'il s'est révélé fort utile dans une carrière, et puis par ailleurs, j'ai appris le sens du concret et le pragmatisme britannique. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça nous manque parfois, nous, dans notre hexagone, d'être assez pratique. Pour une petite anecdote, nous étions avec Brian en train de visiter, avec le grand patron de la recherche agronomique britannique, une expérimentation sous serre avec des gaz désimétriques pour analyser le fonctionnement hydraulique des sols. Et nous avons eu une réunion. Il y avait autour de la table les patrons de ces programmes, moi le stagiaire, et l'homme qui était chargé de gérer la serre. C'est impensable en France d'imaginer que l'homme de terrain a un rôle déterminant dans l'analyse des problèmes. Bref, la relance agronomique a été une étape, et pardonnez-moi d'avoir été un peu long là-dessus, mais j'ai tenu à en dire un mot aujourd'hui, parce que dans une controverse que Jacques avait initiée, arbitrée par notre confrère Jean-Yves Ledéo, Gilles Lemaire s'était exprimé pour défendre une ingénierie agronomique. Et je pensais, mais l'ingénierie agronomique, c'est ce que nous faisions dans la relance agronomique. C'est-à-dire quelque chose qui cherche à poser un certain nombre de principes déterminants et d'analyse avec des exigences économiques, des exigences comptables, je tourne à mon ami Jean-Marie, avec des exigences scientifiques de pointe pour essayer de comprendre. Et donc je crois qu'aujourd'hui, après cette tentative que nous avons faite dans les années 80, il est nécessaire de réinventer une ingénierie agronomique qui tienne compte des néonicotinoïdes, du glyphosate, des OGM, de l'agriculture industrielle, de la diversification des formes d'exploitation. Nous n'allons pas trouver de solution dans les ressources anciennes de recueil de pratiques, de bonnes pratiques. Voilà. Donc, je pense que d'ailleurs, la population française attend cela, parce qu'elle est déboussolée dans son regard sur l'agriculture, sa diversité, et sur, oubliant les relations de nécessité qui relient l'homme, la terre, le produit, pour reprendre une figure qui était commune dans les discours de M. Pisani. Alors, après quelques années dans l'enseignement supérieur, j'ai eu la grande chance, merci Claude d'avoir accepté ma candidature de conseiller agricole auprès de toi, d'arriver à Moscou. J'ai découvert là un immense pays, terriblement attachant, avec des hommes extraordinaires, une langue que je ne connaissais pas, que j'ai tenté d'apprendre, et une histoire dont je n'avais que quelques bribes, et une évolution incroyablement rapide. On disait là-bas que le temps passait 2 fois plus vite, qu'on vieillissait 2 fois plus vite. Moi, je crois qu'on restait jeunes 2 fois plus vite qu'ailleurs. Donc, j'ai vécu la grande crise financière de 1998,
Cette crise qui a bloqué les importations dont la Russie tirait l'équilibre alimentaire de sa population. C'est 140 millions à peu près d'habitants à l'époque. Et donc, la réaction n'a pas été celle d'un retour à l'État, parce qu'au fond, l'effondrement de l'URSS signait le déclin d'une économie administrée, mais à du business. Et donc, les importateurs des fameuses bush legs et des autres produits alimentaires se sont convertis en producteurs de viande de volaille pour se substituer aux importations devenues impossibles. Et ils ont très vite compris que les viandes de volaille et les volailles, étant des céréales à deux pattes, pour réussir à cultiver une volaille, il fallait d'abord cultiver du grain. Et donc ils ont repris les anciennes fermes collectives et ils ont passé un accord avec le gouvernement, avec M. Gordeïev, dont Claude rappelait tout à l'heure nos excellentes relations, en disant voilà, vous nous laissez la maîtrise de ces terres, on oublie la dette de ces fermes vis-à-vis du budget de l'État et on va faire redémarrer les choses. Et c'est ce qui s'est produit. Et deux autres crises financières ont permis à de nouvelles entreprises de s'établir, de se constituer et de constituer aujourd'hui ce que Bertrand Hervieux, aussi confrère de notre académie, ancien président, a appelé l'agriculture de firme avec François Purcell et m'ont fait l'honneur de considérer que les définitions que j'en donnais dans l'ouvrage qu'ils ont consacré aux différentes sociologies agricoles convenaient pour décrire ce phénomène maintenant mondial et un phénomène absolument essentiel et qui touche une partie du monde que nous connaissons mal finalement ici en Europe, et en France en particulier, et qui ont encore un pouvoir extraordinaire. Je crois que Claude a rappelé tout à l'heure que la Russie était devenue le premier exportateur mondial de blé, ce qui est tout à fait vrai. Et ce qui est encore plus vrai, sans doute, c'est l'énorme potentiel qui reste. Parce que ce pays, sur 220 millions d'hectares, ne produit que 120 millions de tonnes de grains. C'est-à-dire 0,5 tonnes par hectare. Ce qui est quand même, nous disons, très peu au pays de Koutchaïev et d'autres éminents spécialistes de la production. Et voilà des pays qui, avec l'Ukraine, se mettent aujourd'hui sur le marché quand même plus de 100 millions de tonnes de grains à l'export et sont devenus les déterminants des cours mondiaux de ces commodities. Et donc, c'est un véritable bouleversement géopolitique que nous vivons en ce moment de façon extrêmement forte et qui va devenir de plus en plus fort, à mon sens, surtout si l'on a en tête la dernière déclaration du président de la République populaire de Chine qui fixe pour son pays l'autonomie alimentaire pour 2050. Alors les politiques de dérégulation qui se sont mises en place au cours de ces 15-20 dernières années, promues principalement par les pays du groupe de Kern et par les mouvements économistes libéraux, ont certes ouvert des marchés, mais elles ont aussi réduit le recours au stockage, qui reste, à ma connaissance, très pratique, le seul moyen véritable d'être efficient sur la régulation des coûts. Car n'oublions pas que les cotations sur les prix, c'est une couverture de risque. Ce n'est pas un outil de régulation des cours. Et ce n'est pas le professeur Cordier qui est peut-être dans la salle qui me dira le contraire. Et donc, on voit bien que les cours restent extrêmement fluctuants. Le blé avait atteint il y a une quinzaine d'années la cote de 300 $ la tonne, il y est revenu. Ça nous fait réfléchir. 300 $, c'est formidable pour les producteurs européens qui produisent à 180 € la tonne, ils gagnent un peu d'argent. Mais c'est encore plus extraordinaire pour les producteurs russes qui produisent à 100 $ la tonne et qui par conséquent amassent 280 $ la tonne de marge. Un peu moins parce que Poutine leur rabote quelques points de différence de prix pour éviter une inflation des prix des produits alimentaires. Bref, on voit que sous cet angle, nous avons aussi là un grand enjeu international dans lequel notre Académie a certainement beaucoup de choses à dire en réunissant les expertises des économistes, de ceux qui sont des économistes de la production, de ceux qui sont des économistes des échanges. Alors nous avons en tête, bien sûr, la question de la couverture des besoins alimentaires de la population mondiale, peut-être 10 milliards d'hommes, peut-être 9, peut-être 8, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que pour y arriver,
il faudra augmenter les niveaux de production par unité de surface. Parce que les surfaces consacrées à l'agriculture diminuent, parce que les ressources sont plus fluctuantes pour assurer la couverture des besoins de ces cultures, et parce que la fluctuation des rendements dans un contexte de changement climatique risque d'être encore plus importante qu'aujourd'hui. Par conséquent, nous avons des enjeux de recherche d'une indépendance alimentaire renouvelée. Un sujet extrêmement important, Jacques en a parlé tout à l'heure. La France aujourd'hui reste déficitaire de 20% de son bol alimentaire. Un des pays qui a le plus grand potentiel de production. C'est quelque chose d'assez surprenant. Et va-t-on voir se développer d'autres idées dans la politique agricole commune? Faudra-t-il mettre un certain nombre de produits agricoles, alimentaires, en dehors des lois du marché pour pouvoir en effet garantir une plus grande autonomie alimentaire? En tout cas, on risque aussi d'avoir un discours très généreux en faveur de production locale, mais peut-être avec le risque de clivages sociaux insupportables entre des systèmes alimentaires valorisant la qualité, la territorialité pour un petit nombre et la malbouffe pour le plus grand nombre. Autant de sujets au centre des activités de l'Académie. Comme le soulignait l'intervention de Constant à l'entrée de notre séance. Et comme Jacques, je tiens à souligner mon étonnement et ma très agréable surprise devant l'étendue et la diversité que je ne soupçonnais pas, pourtant je suis un vieux de la vieille dans l'Académie, des compétences qui y sont réunies. Je suis admiratif devant tant de compétences, dans toutes les sections, dans tous les travaux, des groupes de travail qui cherchent à répondre à l'actualité des questions. Et je suis également surpris qu'on ne fasse pas davantage, dans le grand public, appel à ces compétences. Et je pense que c'est un sujet que j'aurai cœur, dans l'année de présidence que je vais avoir devant moi, à aborder avec vous, pour voir comment nous pourrions en effet contribuer, et peut-être la compétence de Marie-Françoise comme responsable pendant des années de ces sujets, à mes côtés comme vice-présidente et bientôt présidente, nous aidera, je pense, à tenter de marquer. Je vis très agréablement mon identité de membre du comité de rédaction du Club Déméter, et je vois qu'en quelques réunions du comité de rédaction, nous réussissons chaque année à constituer un ouvrage qui est largement diffusé, largement présenté à la presse, qui se rue pour venir écouter les interventions qui sont proposées. Je pense que nous avons encore plus de capacité à traiter ces questions. En tout cas, je suis étonné par la richesse et je suis redevable à l'Académie de m'avoir choisi pour être président. De concertation en concertation, ces 40 derniers ont vu apparaître de nouvelles technologies, notamment les plantes génétiquement modifiées, pour résister à des pesticides. Force est aujourd'hui de constater que le recours aux produits phytosanitaires continue de croître, malgré la progression des agricultures dites biologiques et la promotion de techniques moins agressives pour la protection des cultures, comme le plan Ecophyto, mais dont les résultats restent pour le moins ambigus. Permettez-moi de revenir par conséquent sur les enjeux qui sont devant nous dans ce domaine. Le Covid nous montre une chose spectaculaire, c'est qu'en quelques mois, les laboratoires ont été capables d'identifier les virus, d'identifier en temps réel les variants, d'adapter la production, la création de vaccins en jouant sur la biosynthèse des protéines avec des ARN et de produire ces vaccins à l'échelle de continents à vacciner. Jamais nous n'aurions pu faire quelque chose comme cela il y a 15 ou 20 ans. Il a fallu que les recherches et les travaux sur la biologie moléculaire soient spectaculaires et apportent des résultats sensationnels, comme les fameux ciseaux moléculaires, pour exactement mobiliser tout cela. Et je crois que les nouvelles connaissances
que nous avons aujourd'hui sur les microbiotes nous révèlent que nos corps comptent plus de micro-organismes que les cellules humaines, nous révèlent que toutes les espèces vivantes partagent leur vie et leur devenir avec des cohortes de microbes diverses. Nous le savons depuis quelques dizaines d'années seulement. Dans les forêts, avec les travaux de notre confrère Le Tacon, comme dans d'autres domaines, et notamment un colloque organisé en novembre dernier par Marie-Thérèse Lesquerel-Guyadé, notre confrère du Sud-Ouest, sur la santé des plantes, où manifestement des percées sont attendues de l'utilisation des symbioses entre les microbiotes du sol et puis le patrimoine génétique des plantes. Pasteur, d'où nous marquerons l'an prochain le 200e anniversaire, accomplissait une révolution culturelle en démontrant qu'il ne pouvait exister de génération spontanée et en révélant l'omniprésence des micro-organismes dans tout processus vivant. Les savants de la génétique et des biotechnologies d'aujourd'hui ouvrent la voie à une nouvelle révolution dans les connaissances fondamentales du processus du vivant. La découverte des ciseaux moléculaires, dont je disais un mot tout à l'heure, des outils de la réécriture du génome, ouvrent en effet des perspectives impensables il y a seulement quelques années. Mais l'opinion publique est insuffisamment préparée pour en saisir les enjeux stratégiques et l'ampleur des progrès qu'on peut en attendre. Même si elle accepte, lorsqu'il s'agit de se soigner ou de guérir ses animaux domestiques, d'utiliser ces technologies. Elle exprime beaucoup plus de réticence, cette opinion, lorsqu'il s'agit de soigner les animaux d'élevage ou les plantes cultivées. Ce clivage au sein de l'opinion est l'expression d'un manque de confiance, non dans la recherche elle-même, mais dans sa valorisation. L'opinion reste légitimement et profondément choquée par les choix réducteurs opérés notamment avec les OGM contre les pesticides, et beaucoup de médecins suspectent ces xénobiotiques de jouer un rôle dans l'augmentation des cancers, et j'ai pu m'en rendre compte avec mon propre cancer et les réactions des médecins qui m'ont suivi et guéri. Il paraît indispensable de rappeler que les OGM actuels ont été sélectionnés en effet principalement, si ce n'est exclusivement, pour résister à des produits de traitement biochimiques, dont les études écologiques démontrent l'impact planétaire négatif sur la biodiversité. Il y a des choses que la sagesse des peuples ne peut admettre, par exemple l'interdiction de certains médicaments pour les plantes, alors que leur présence est acceptée dans des produits importés. Pourtant, il serait ô combien utile de disposer de variétés végétales capables de fixer l'azote, premier composant de notre atmosphère, et sans limite, de résister mieux aux sécheresses, aux pointes de température et au froid, et surtout aux attaques phytotoxiques et parasitaires, véritables calamités agricoles de tout temps. Ne peut-on espérer et rêver à des performances sanitaires génétiquement acquises pour les animaux d'élevage, comme pour les plantes, ou pour des biocénoses? Jamais il n'aurait été autant nécessaire, par conséquent, de soutenir la promotion et la diffusion d'une véritable culture scientifique et technique. Il faut donc s'interroger à la fois sur les conditions économiques, géographiques, géopolitiques et financières d'émergence des choix technologiques et sur les raisons pour lesquelles les avancées scientifiques ne passent pas dans le public. Certes, les scandales comme les révélations des Monsanto Papers, notamment, pèsent lourdement et contribuent à réduire la confiance dans les utilisateurs de la science. Mais nous ferions fausse route en restant là. Gaston Bachelard, que je compte parmi mes maîtres, via la littérature, avait remarquablement identifié les obstacles épistémologiques à la compréhension des concepts. Sa pensée reste d'une puissante actualité. Elle irrigue les travaux de nombreuses équipes et de nombre d'entre nous. Hélas, elle ne semble pas être connue d'une commission ministérielle de terminologie de termes agricoles qui semble agir sans boussole alors que le besoin est immense pour adopter des mots qui en disent toujours plus long que leur sens apparent premier. Il est bon de se rappeler les principes de Pascal pour choisir les mots nécessaires à la description pertinente des phénomènes. N'est-il pas surprenant que le français ait adopté le terme agriculture biologique, alors que la plupart des autres langues ont sagement opté pour le terme agriculture organique, qui dit bien ce que ça veut dire. L'agriculture organique s'interdit d'utiliser d'autres produits qu'organiques, comme si les modèles les plus productivistes n'étaient pas eux aussi fondés sur des organismes vivants.
par exemple, et par essence, donc, biologique. Il serait plus juste d'appeler l'agriculture dominante agriculture chimique, parce que précisément elle implique des plantes vivantes, des parasites également bien vivants, et qui se développent selon des modèles de croissance, de développement parfaitement biologiques et organiques. Et je vois, moi personnellement, la nécessité de faire converger les analyses vers le processus même de la fabrication et du développement du végétal. D'autres mots courants prêtent à confusion. Le mot rendement, par exemple, qui n'en est pas un, et beaucoup d'autres. Faudrait-il adopter des dénominations plus justes? J'y suis personnellement très favorable, car cela ne peut que contribuer à une meilleure compréhension du travail des paysans et de tous les producteurs qui nourrissent le monde. C'est un des objectifs ambitieux de notre compagnie, de contribuer à cela au sein de son encyclopédie en ligne. Merci de votre attention. On va continuer la séance, on est dans les temps, donc c'est parfait, pour effectivement maintenant passer à l'introduction des nouveaux membres titulaires de notre compagnie. Est-ce qu'on fait comme tout à l'heure, Constance, on fait d'abord la visio. Donc on a une petite dizaine de visios des nouveaux membres, on va regarder tout de suite grâce à Christine.